Bonjour à tous et bienvenue à notre session sur le serverless. Donc, je suis Rémi Roturo, Partner Solution Architect chez AWS, et je suis accompagné par Frédéric. Bonjour, Frédéric Lebris, je suis le directeur technique d'ApplyFarm et je vais vous faire une petite illustration de notre architecture suite à la présentation de Rémi. Alors, cette présentation est une présentation de niveau 200. Je vous explique rapidement ce que c'est que les niveaux. Donc, ça va de 100 à 300-400. 100, c'est le niveau fondamental. 300-400, c'est le niveau avancé. Et 200, c'est donc le niveau intermédiaire. Alors, donc, nous allons vous parler de serverless. Ah. OK. Alors, pour commencer à vous parler de serverless, il faut que je vous explique qu'est-ce qu'on appelle une application serverless. Donc, une application serverless, ça vous permet de ne pas avoir de serveur à déployer ou à maintenir, pas de patch à gérer. Le passage à l'échelle, la scalabilité, ça s'effectue automatiquement en fonction de la demande, avec une granularité très fine, par unité de travail et pas par serveur. Et vous payez uniquement pour la valeur que ça vous apporte, c'est-à-dire en fonction du nombre de requêtes, par exemple pour une fonction, qui est directement liée à votre volumétrie métier. Vous ne payez donc pas par serveur et vous ne payez pas pour des ressources inactives. La haute disponibilité, elle est intégrée nativement dans le service, grâce aux différentes zones de disponibilité d'une région AWS. Alors du coup, les applications serverless, ça vous permet de vous concentrer sur le code métier, plutôt que sur la tuyauterie technologique, et ça vous permet de construire votre application plus vite, pour moins cher, sans aucun compromis sur la sécurité, la fiabilité ou la performance. Comme on le verra tout à l'heure avec le cas ApplyFarm. Alors, au cœur de ces applications serverless, bien évidemment, il y a AWS Lambda. Alors, regardons un peu plus en détail ce que c'est que AWS Lambda. Donc, une application serverless, c'est une application orientée événement, au cœur duquel on a AWS Lambda, qui va du coup exécuter votre code dans différents langages. On peut utiliser du Node.js, du Python, du Java, du C#, du Go, du Ruby et tout autre langage pour peu que vous fournissiez l'API runtime. Vous pouvez même faire tourner du COBOL si vous voulez. Ce code est déclenché par un événement qui peut provenir de différentes sources, soit sur un changement d'état de données, soit sur une requête sur un point de terminaison comme API Gateway par exemple, soit sur un changement d'état des ressources. Donc, parmi les sources d'événements, on va avoir, je veux dire, API Gateway, AWS IoT, Alexa, Load Balancer, un commit sur code commit, Cognito, DynamoDB, etc., etc. Et une fois que cette fonction est exécutée, eh bien, elle peut appeler n'importe quel service AWS. Donc, c'est ça, une application serverless. Alors, votre lambda, ce qui est intéressant, c'est que vous la payez à l'usage en fonction du nombre d'appels et de la durée d'exécution et de la mémoire utilisée. Et vous avez un seuil de gratuité jusqu'à 1 million d'appels. Donc autant dire que exécuter lambda, ça ne va pas vous coûter très cher. Et ces lambda, néanmoins, peuvent aller jusqu'à 3 gigas de mémoire. Donc on peut quand même faire tourner des choses assez conséquentes. Et vous pouvez faire tourner jusqu'à 15 minutes d'exécution. Et elles peuvent s'appuyer sur des layers ici, pour toutes les librairies partagées que vous souhaiteriez utiliser entre différentes lambda. Je vais maintenant vous montrer ce que c'est qu'une lambda. On va regarder ça dans une petite démonstration. Donc, une lambda, dans la console, j'ai tout d'abord son nom. Là, ici, je demande une licorne. Bon, pourquoi pas. J'ai à gauche les différents types d'événements déclencheurs que j'ai à ma disposition et qui vont pouvoir être une source de déclenchement de la lambda. Ici, dans notre cas, cette lambda est déclenchée par API Gateway. C'est le déclencheur que j'ai sélectionné pour cette lambda. À droite, ici, ce sont les rôles, c'est-à-dire les permissions, que j'ai associées à ma lambda. C'est-à-dire qu'est-ce que ma lambda va pouvoir faire. Et ces permissions sont associées à un rôle que j'ai associé à ma lambda. Puisque, par défaut, sur AWS,
tout est sécurisé, donc un service ne peut pas accéder à un autre service si vous ne l'avez pas explicitement autorisé. Et là, en dessous, on voit les layers que je peux potentiellement rajouter à ma lambda. Donc ici, je n'ai pas rajouté de layer dans cet exemple-là. Donc regardons un peu plus en détail. Donc là, les différents événements déclencheurs, vous voyez que j'en ai un certain nombre. Je peux brancher ma lambda sur un Kinesis Stream, sur un Bucket S3, sur SNS, etc. Là, je vais aller regarder le code. Donc là, le code, on a vu les différentes versions de langage que j'ai à ma disposition, Node.js, Java, etc., Python, Ruby. Et j'ai ensuite, pour le code de ma lambda, un mini-éditeur Cloud9, vous voyez, dans lequel je peux éditer mon code. Maintenant, si je veux créer une nouvelle lambda, je ne suis pas obligé de la créer depuis zéro. Je peux utiliser un template ou un plan. Donc là, vous voyez, j'ai 90 pages où j'ai 10 exemples. Donc j'ai à peu près 90 exemples sur lesquels je peux me reposer pour créer une nouvelle lambda. Imaginons que je vais faire un microservice. J'ai 3 exemples en Node.js et en Python pour créer un microservice à partir d'un template. Et c'est pas tout. J'ai également le référentiel d'application sans serveur, le Serverless Application Repository. Donc on voit que j'ai 432 applications actuellement disponibles dans ce repository. Imaginons que je vais regarder ce que j'ai pour faire des skills avec ça. Et j'en ai, on va voir ça tout à l'heure, 26. Je peux aussi créer des applications privées que je vais pouvoir mettre dans ce repository. Donc ce repository stocke des applications serverless prêtes à l'emploi que vous pouvez installer pour vos propres besoins. Vous pouvez aussi imbriquer votre application et des applications serverless qui sont dans ce repository. Un exemple d'application que vous allez trouver là-dedans, par exemple, il y a un portail de développement pour API Gateway qui est disponible, par exemple, sous forme d'application du référentiel d'application sans serveur. Ce portail pour les développeurs permettra aux développeurs de chercher de découvrir vos API, d'aller télécharger une clé d'accès à vos API et de mesurer leurs accès aux API. Alors, on a vu que les lambdas pouvaient appeler à toute une palette de services. Eh bien, dans cette palette de services, on a fait ici une petite synthèse. Si vous voulez exécuter du code, on a vu que c'était grâce à AWS Lambda. Mais si vous voulez stocker des objets, des images, des fichiers HTML, des PDF, vous allez stocker sur Amazon S3, Simple Storage Service. Si vous voulez stocker vos données dans une base NoSQL, vous allez utiliser DynamoDB. Si vous voulez analyser et débugger votre application en production, vous allez utiliser AWS X-Ray, qui va vous permettre d'avoir les traces d'exécution, les temps d'exécution de chacune des parties de votre lambda. Vous allez voir combien de temps on a passé dans votre lambda. Vous pouvez même instrumenter votre code pour voir les différentes parties de la lambda. Vous savez combien de temps vous avez passé, si vous appelez à DynamoDB, vous saurez combien de temps vous avez passé dans l'appel à DynamoDB. Donc ça va vous permettre de comprendre où se passe le temps et si tout se passe bien. Vous allez pouvoir superviser, bien évidemment, l'ensemble de votre application grâce à CloudWatch. Vous allez pouvoir aussi faire du CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, pour faire du DevOps avec toute la suite AWS Code, etc. On le verra un peu plus loin. Si vous voulez exposer votre API, vous allez pouvoir, si c'est une API REST, utiliser Amazon API Gateway. Si vous voulez exposer une API GraphQL, vous allez pouvoir utiliser AWS AppSync. Si vous voulez authentifier vos utilisateurs pour l'accès à votre API ou à votre application, vous allez pouvoir utiliser Amazon Cognito. Vous pouvez même faire de la fédération d'identité avec Amazon Cognito également. Si vous voulez orchestrer différentes fonctions, vous pouvez les orchestrer avec AWS Step Function. Si vous voulez traiter des messages au fil de l'eau, vous pouvez utiliser Amazon Simple Queue Service, SQS. Si vous voulez faire des notifications, vous pouvez utiliser SNS. Si vous voulez faire de l'analytique en temps réel, et on le verra tout à l'heure dans quelques exemples, vous pouvez utiliser Amazon Kinesis. Et ensuite, vous pouvez également faire de l'IoT. Vous pouvez faire du machine learning, aussi bien pour analyser des images ou des vidéos avec Amazon Recognition, faire de la reconnaissance, faire la traduction avec Translate, faire
l'analyse du langage avec Comprehend. Et vous pouvez aussi faire du calcul at edge avec Lambda at edge et Greengrass et plus encore. Ici, c'est juste une synthèse de l'ensemble de l'écosystème de services qui vous permettent de réaliser des applications serverless. Et grâce à ça, vous allez pouvoir concevoir et construire rapidement toutes les solutions dont votre métier a besoin, et pour un coût optimisé. En fait, la limite, du coup, c'est votre imagination. Mais comme on veut quand même mettre des règles, parce que l'imagination, c'est beau, mais ça peut aller très très loin, donc du coup, pour vous faire bénéficier de tout ce qu'on a appris depuis que AWS existe, en termes de best practice d'architecture, on a établi ce qu'on appelle le AWS Well-Architected Framework, qui récapitule les meilleures pratiques d'architecture sur 5 piliers: l'excellence opérationnelle, la sécurité, la fiabilité, l'efficacité des performances et l'optimisation des coûts. Il faut savoir que vous avez dans cet événement un certain nombre de partenaires qui ont été formés par AWS pour réaliser gratuitement, ça mérite d'être noté, une revue AWS Well Architected pour vos applications. Et ces partenaires sont listés ici. Vous voyez, un certain nombre: Accenture, Octo, D2SI, DXC Technologies, Gecko, Ipon, Smile, Soprasteria, Teamwork, WeScale. Si vous voulez, vous pouvez aussi effectuer cette revue vous-même depuis la console AWS. Et je vous conseille de faire ce type de revue pour tous vos projets. Alors ça peut être en fin de phase de design, pour vérifier que votre architecture est la bonne avant de passer en construction. Ça peut être avant la mise en production. Ça peut être aussi également en phase d'amélioration continue, une fois que votre application a un peu vécu, pour s'assurer que vous bénéficiez bien des derniers services et des dernières améliorations qui existent. Alors, pour en savoir plus sur le framework, alors j'ai mis le lien ici où il y a en fait un white paper pour l'ensemble du framework et aussi un white paper pour chacun des piliers qui détaille exactement ce qu'il faut prendre en compte pour faire une application bien architecturée. Et il y a également un white paper dédié aux applications serverless, ce qui mérite d'être noté, puisqu'il y a quand même quelques spécificités. Donc on va maintenant regarder quels sont les cas d'utilisation des applications serverless. Ici, c'est une synthèse des principaux cas qu'on a l'habitude de voir. Alors, il y a bien tout ce qui tourne autour des applications web, et on verra ensuite une illustration sur 3 exemples un peu plus détaillés de cas d'utilisation d'applications serverless. Donc on peut faire des sites web statiques, évidemment, des sites web complexes. On peut faire des back-ends pour les applications mobiles. On peut faire du traitement de données en temps réel, on verra tout à l'heure avec le cas ApplyFarm. On peut alimenter des chatbots réalisés par exemple avec Amazon Lex, et derrière on va mettre une lambda pour faire les fonctionnalités. On peut aussi alimenter des skills Alexa, et on peut aussi automatiser son IT. Plutôt que de créer des fiches consignes qui vont être mis en œuvre par des humains, on développe du code qu'on met dans lambda et qui fait ce dont on a besoin. Alors maintenant, on va regarder le premier exemple. Alors, c'est une application web. Alors, on a une application web en mode single page, dont le fichier HTML est stocké sous S3, puisque S3 peut être exposé comme un serveur web. Et ensuite, il est exposé via CloudFront, puisque CloudFront va permettre de cacher le contenu. Et on se rend compte souvent que c'est plus efficace d'exposer un site web mis en œuvre par S3 via CloudFront, puisque comme on va cacher le contenu au niveau de CloudFront, ça fera moins d'appels à S3, et au final, globalement, ça coûtera moins cher. Et on rendra un meilleur service au client, puisque ça sera caché au plus près de l'utilisateur, puisque le principe de CloudFront, c'est qu'on cache le contenu au plus proche des utilisateurs dans des edge locations. Donc, le premier élément, notre page HTML en mode single page est stockée sur S3, exposée via CloudFront. Et cette page, donc, elle contient du JavaScript, et elle va appeler des API. Ces API, elles sont appelées via API Gateway, sous forme d'API REST, et les microservices sont mis en œuvre grâce à AWS Lambda et DynamoDB pour stocker les données. L'accès à API Gateway
et à l'application plus globalement est maîtrisée par Cognito, qui vous permet de faire la partie authentification. C'est une architecture très classique, qui est très simple à mettre en œuvre et qui permet, pour un coût très faible, de faire une application totalement scalable. Puisque, comme on le rappelle tout à l'heure, quand vous faites du serverless, la partie scalabilité est automatiquement gérée. Je vais maintenant montrer un autre exemple sur de l'IoT. Donc, on va pouvoir collecter vos données à l'aide de capteurs qui vont être réceptionnés par AWS IoT. Ensuite, on va avoir des règles qui vont être définies, qui vont déclencher des actions. Et ces actions vont permettre de créer deux flux différents. Un flux d'alimentation ici pour les données en temps réel, qu'on va pouvoir analyser donc, en temps réel par Amazon Kinesis Data Analytics. Kinesis Data Analytics vous permet de faire des requêtes SQL sur des flux de données en temps réel. Par exemple, là, ici, imaginons que là, ce soit des mesures de température. Bah, ici, je vais avoir toutes mes mesures de température. Je peux très bien ici me faire une requête sur, par exemple, une fenêtre de temps. Dans les 5 dernières minutes, dis-moi quels sont les objets dont la température était la plus élevée, par exemple. Ça, c'est ultra facile à faire. Quelques lignes de SQL avec Amazon Kinesis Data Analytics. Autre cas d'utilisation, en micro-batch, je peux charger toutes mes données que j'ai reçues par AWS IoT à l'aide de Kinesis Firehose qui va bufferiser mes données et puis après derrière les stocker en les flushant sur un bucket S3 que je pourrais après exploiter et faire toutes les analyses que je souhaite en batch sur S3. Ensuite, un autre cas d'utilisation. Quand on fait du MapReduce, on a l'habitude de penser à Hadoop, mais ce n'est pas la seule solution pour faire du MapReduce. On peut aussi faire du MapReduce avec des lambdas. Je dépose mon objet à la base sur un bucket S3. J'ai une première lambda qui va me splitter mon objet et qui va le faire traiter ensuite par différentes lambdas qui vont être lancées en parallèle, qui vont faire le travail de traitement associé à la requête que je souhaite faire. Puis ensuite, après, j'aurai une lambda de réducteur qui va permettre de reconsolider tous les résultats. Cette solution, comme l'ensemble des solutions que j'ai montrées précédemment, est détaillée un peu plus longuement sur GitHub. Et ce type de solution-là, son coût, il est ridicule par rapport à celui, par exemple, d'un cluster Hadoop où vous allez monter des grosses machines qui vont tourner tout le temps, alors qu'ici, si je ne reçois rien, je ne paye rien, et je ne paye que si je fais des traitements. C'est le principe du serverless. Mais maintenant, passons à un truc un petit peu différent. Et qui c'est lui? C'est Sam. Bonjour Sam. Qui connaît Sam? Alors, si vous ne connaissez pas Sam, vous vous laissez un petit souvenir. Qui veut mieux connaître Sam? Ouais. Alors je me suis longuement entraîné, mais ça marche pas très bien. Ouais. Bon, j'en ai plein d'autres. Hein. Vous pouvez venir les chercher après. SAM, c'est pour Serverless Application Model. C'est en fait le modèle dans lequel sont mises à disposition les applications dans le Serverless Application Repository qu'on a vu tout à l'heure. C'est une manière très simple de packager une application serverless. Et c'est composé en fait de deux choses essentielles. C'est d'abord un CloudFormation, qui est un CloudFormation un petit peu optimisé, un petit peu simplifié, plus facile à écrire, vraiment appliqué au serverless. Je vous le montrerai tout à l'heure dans une démo, avec des ressources spécifiques au serverless, type les fonctions, les API, les layers, les applications, etc. Évidemment, vous pouvez aussi mettre tout ce qui est supporté nativement dans un CloudFormation. Et donc, ce CloudFormation plus votre code, tout ça packagé, c'est ça SAM. C'est comme ça que vous packagez votre application. Donc c'est très simple, mais c'est très puissant. Alors si vous voulez faire du DevOps, du CI/CD avec du serverless, il y a plusieurs outils dans la plateforme. Il y a Cloud9, qui est notre environnement de développement intégré dans le cloud, que je vais montrer juste après. Et il y a aussi Code Étoile, Code Star, avec tous les outils associés. Code Pipeline pour faire la gestion en configuration du code, c'est un Git manager. Pardon, je suis n'importe quoi. Code Commit, pardon, est un Git manager. Code Pipeline vous permet d'orchestrer les différentes étapes de votre CI/CD. Le pipeline, généralement, va être déclenché
dès que vous allez faire un commit, dans code commit, ou dans GitHub d'ailleurs, les deux sont supportés. Et puis après, derrière, vous allez enchaîner votre build, votre déploiement, vos tests, déploiement dans les différents environnements, avec, si besoin, des étapes manuelles de validation, si vous le souhaitez. Donc en complément, comme je viens de le citer, il y a aussi la partie build, code build, et la partie deploy, avec code deploy. Alors, on va faire une petite démo, justement, de tout ça. On va créer un projet avec CodeStar qui va nous mettre en œuvre du CI/CD pour une application serverless qui utilise du coup tous les outils que je viens de vous indiquer là, Cloud9 en tant qu'IDE, Code Commit en tant que gestionnaire de sources en configuration, Code Build pour faire le build, Code Deploy pour faire le deploy et Code Pipeline pour orchestrer tout ça. Donc démarrons. Donc là, je vais chercher CodeStar. Je vais aller créer un projet. Je vais choisir Lambda en bas, parce que je vais faire du serverless. Et puis là, moi, je vais dire, je vais faire du Node.js, je vais faire une application web. Donc là, je vais choisir un nom de projet. Après, je vois que je peux faire code commit ou GitHub. Bon, je vais laisser code commit, mais j'aurais pu très bien faire l'un ou l'autre. Donc je fais suivant. Donc là, on va voir que je vais créer effectivement les différentes étapes que j'ai indiquées tout à l'heure, avec code build, code de deploy, etc. En termes d'éditeur de code, je vais choisir Cloud9. Mais je peux très bien choisir aussi Eclipse ou Visual Studio comme éditeur ou ligne de commande. Et ce n'est pas exclusif, hein, je peux utiliser les tous en même temps, il n'y a pas de souci. Là, je me suis créé un Cloud9 et j'ai pris une petite instance en tant que mon poste de développeur, on va dire. Et là, ça crée le projet. Donc là, je vais aller voir ce qui m'a créé le projet. Super, il m'a créé le projet. Et je vais aller voir l'application pour voir, parce qu'il m'a déployé une petite application exemple. Donc on va voir si elle fonctionne. Donc elle est déployée sur S3 et c'est une application Node.js. Donc ouais, super, elle marche. On va aller maintenant voir comment on a collé cette application. Donc là, on est dans Cloud9. Donc là, on a les fichiers sur la droite. Là, on a les petits, le mode terminal. Donc là, je vais ouvrir l'index.js, c'est le code de ma fonction lambda. Elle fait un truc très très simple. Elle lit mon fichier index.html et elle le publie. Donc là, c'est très très simple. Maintenant, je vais lui montrer le template CloudFormation. Donc ce template CloudFormation, c'est un template CloudFormation à la mode Serverless Application Model. Oui, il est très très simple. Ça, c'est une fonction. Et vous voyez, dans la même ressource, je suis capable de déclarer la fonction, quel est le handler, quel est son runtime, quel est son rôle, et en même temps, quel est son API, quel est le chemin de l'API et la méthode que j'utilise. Tout ça de manière ultra simplifiée. J'ai également créé un pipeline, que j'ai dit tout à l'heure, et ce pipeline, il s'est déclenché dès qu'on a publié les sources, il a déclenché le build, et après le deploy. Le deploy, évidemment, il se fait avec CloudFormation. Bon, par ailleurs, j'ai aussi ici affiché le nombre de fois où j'ai appelé ma lambda. Donc tout ça, c'était CodeStar avec l'ensemble des éléments Cloud9, code build, code deploy, code pipeline. Maintenant, encore un autre moyen de faire des applications serverless, c'est AWS Amplify. C'est pour faire des applications mobiles ou des applications web. Alors, pour les applications mobiles, évidemment, vous pouvez faire des applications iOS, Android. Et pour les applications web, vous pouvez faire des applications en mode avec du Node.js, reposant sur les frameworks que vous connaissez, React, Angular, Vue, Ionic. Et ce que vous apportez le AWS Amplify, c'est de vous mettre à disposition une librairie pour faire une grande partie des choses que vous avez besoin de faire de toute façon, l'authentification, du stockage, faire de l'analytique. Et vous allez avoir également tout un outillage en ligne de commande, que je vais vous montrer juste après, qui est assez puissant et qui vous permet en très peu de temps de créer votre squelette d'application complet. Puis vous avez des composants graphiques réutilisables, on va les voir aussi juste après. J'ai également rappelé les liens vers le framework Amplify et le service AWS Amplify. Et vous avez maintenant également AWS Amplify dans la console. Vous pouvez connecter votre console, ici, votre service Amplify, AWS Amplify, à votre repository, code commit ou GitHub. Si vous avez mis une application Amplify là-dedans, il va automatiquement vous faire tout ce qui est provisioning, build, deploy et vérification. Alors maintenant, petite démo de Amplify. Alors on va commencer par, là je regarde le site web
de l'Amplify Framework, juste pour revoir rapidement les 3 grandes parties d'Amplify. Donc on va aller voir tout de suite la librairie, les différentes choses qui sont disponibles. On peut faire du publish subscribe, on peut faire de l'internationalisation, on peut faire du login, on peut faire du stockage, comme on l'a dit. Donc un certain nombre de librairies prêtes à l'emploi et réutilisables. Et vous avez un certain nombre de composants graphiques aussi, pareil, qui sont réutilisables. Et surtout, donc, vous avez une ligne de commande où vous pouvez faire plein de choses. Donc là, cette ligne de commande, je l'ai installée. Là, je me suis mis en plein écran dans mon Cloud9. Et pour voir la fenêtre de terminal, j'ai tapé Amplify pour voir les différentes catégories. Donc là, le init et le configure, j'ai déjà fait. Ce que je vais faire, je fais Amplify add. Et Amplify add, ça rajoute les ressources de ce type-là. Je peux faire de l'analytics, de l'API, de l'autre de la fonction. Donc là, j'ai fait une Amplify add API. Je vais rajouter une API. Je vais choisir est-ce que je fais du REST ou de GraphQL. Là, j'ai choisi de faire du REST. Si j'avais choisi GraphQL, ça m'aurait fait du App5 avec du REST. Donc là, j'ai choisi de faire une API REST. Est-ce que je veux une fonction lambda derrière? Oui, je veux une fonction lambda. Ben, je crée la fonction lambda. Est-ce que cette fonction lambda, bon, je lui donne un nom, est-ce que je veux qu'elle fasse du CRUD sur une table DynamoDB? Oui, c'est ce que je veux faire. Donc, est-ce que je veux créer la table DynamoDB? Oui, je veux la créer. Super. Ben, donc, je crée la table DynamoDB. Tout ça en répondant à quelques petites questions faciles. Donc, j'ai laissé les noms par défaut. Je rajoute mes colonnes de ma table. Je vais mettre une colonne ID, name, description. Donc on voit que je peux faire ça sur différents types de... J'aurais pu créer Amplify Add Function, Amplify Add Hosting, Amplify Add Interactions. J'ai différents types de ressources que je peux créer. Là, en fait, l'intérêt de cet exemple-là, c'est qu'il enchaîne tout un tas d'actions automatiquement. Donc là, j'ai créé ma table. Est-ce que je veux créer un index? Oui, OK, très bien, j'ai créé mon index. Est-ce que je veux un index secondaire? Non, j'en veux pas. J'ai créé la table, c'est génial. Est-ce que je veux éditer ma fonction? Non, je ne veux pas le faire. Et maintenant, est-ce que je veux restreindre l'accès à mon API? Bien sûr, je vais faire un truc sécurisé. Est-ce que je veux gérer les utilisateurs authentifiés et guest? Oui. Je veux que mes utilisateurs authentifiés puissent faire read-write et je veux que mes utilisateurs guest puissent faire read. Donc ça, je le paramètre. Est-ce que j'ai un autre path à l'API? Non, pour l'instant. Donc ça y est, hop, avec juste ces petites réponses à ces questions-là, j'ai créé tout un squelette d'applications qui correspond de manière très très proche à l'exemple de web application que j'ai montré tout à l'heure. Donc là, on va maintenant aller regarder dans le code quelques exemples des choses qui ont été créées. Donc là, par exemple, on va regarder le code. Là, je suis allé dans API, donc dans fonction. Donc là, c'est la fonction. Donc là, ma fonction lance, elle repose d'ailleurs sur le framework Serverless Express, au passage, et lance le app.js que je vais aller ouvrir. Et dans ce app.js, je vois que puisque ça fait le CRUD pour toute ma table DynamoDB, ça m'a créé toutes les méthodes pour faire create, read, update, delete sur ma table DynamoDB avec les champs que j'ai donnés. Donc ça me l'a fait tout seul. C'est autant de code que j'aurais pas écrit. Le meilleur code, c'est celui que vous n'avez pas à écrire, on dit. En plus, ça m'a également créé tous les fichiers CloudFormation, de template CloudFormation, correspondant aux ressources dont j'ai demandé la création. Là, ici, j'ai demandé la création de API Gateway, par exemple. Ça, c'est l'API. Je vais regarder ce que j'ai demandé au niveau stockage, ma table DynamoDB, rapidement. Voilà, donc là, ma table DynamoDB, voilà, j'ai des champs, type string, voilà, les différents éléments. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, si je veux créer tout ça concrètement, parce que là, j'ai créé des templates, j'ai créé du code, maintenant, je veux le créer complètement dans le... Donc là, j'ai fait Amplify Push, et ça va créer les ressources dans le cloud. Donc là, on voit que c'est en cours de création. Est-ce que je veux continuer? Oui, hop, c'est parti. Donc je vais créer une table DynamoDB, je vais créer une fonction, des mots, là. Ça y est, j'y suis là. Donc ça y est, j'ai lancé la création. Donc vous voyez, ça a lancé une première stack CloudFormation. Et on voit que la ligne de commande continue à travailler. Donc c'est en train de me créer. Donc là, ça m'a créé le rôle pour la lambda, ça me crée le user pool pour Cognito. Les policies pour l'édition de la lambda, ça continue, ça continue. Ah, ça y est, il m'a recréé 4 stacks imbriqués. Une pour l'API Gateway, une pour Lambda, une pour DynamoDB, une ici pour Cognito, même si son nom n'est pas là, mais je me rappelle, c'est Cognito. Et donc, vous voyez, ça va assez vite. Donc là, la stack globale, elle est encore update in progress. Ah, ça y est, toutes les stacks enfants sont nested, imbriquées, sont créées. Donc ça continue de tourner. Et on va aller voir maintenant ce que ça a créé concrètement.
Donc là, je vais regarder, je clique sur celle-là, je vais voir les ressources. C'est cool. Ça m'a mis comme ressources les autres stacks imbriqués. Bon, ça, quand on voit CloudFormation Stack, c'est les stacks imbriqués qui sont ici. Donc on va aller voir les stacks imbriqués. Juste pour voir un petit peu les ressources qui sont dedans. Tac, je décoche, je recoche. Voilà, donc là, j'ai créé la table DynamoDB, c'est fait. J'ai créé toute la partie Cognito avec le user pool, l'identity pool, quelques SNS, etc. J'ai créé ma lambda avec son rôle d'exécution. Et j'ai créé mon API Gateway avec tout ce qui va avec. Voilà, tout ça en ayant rempli juste quelques petites questions. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez puissant, Amplify. Et maintenant, je vais passer la parole à Frédéric. Merci, Rémi. Bon, pas facile d'enchaîner. Raté. Donc moi, ce que je voudrais vous présenter, c'est l'aventure qu'on a créée il y a 2 ans avec Applifarm. On a créé la start-up. Et donc Applifarm, c'est quoi? C'est une plateforme d'échange de données pour le milieu de l'élevage. Donc aujourd'hui, on part du principe que chacun possède ses propres données, chaque métier. Le vétérinaire, il possède ses données vétérinaires. Les contrôles laitiers, ils connaissent la qualité du lait. Les laiteries, ils savent combien de lait a été produit par quel éleveur. Et tout ça, aujourd'hui, c'est atomisé. Donc là, l'ambition, c'était de faire un data lake pour l'élevage et pouvoir amener un pot commun pour que chacun puisse mettre de la donnée et récupérer de la donnée et enrichir les services qui puissent se présenter à l'éleveur. Donc ça, c'est notre vocation initiale. Et depuis 1 an, on s'est rebranché vers la traçabilité alimentaire, en faisant le constat qu'il y a un besoin, et qu'on voulait initier la valorisation de ces données et présenter par des preuves, à travers les données, le bon comportement des éleveurs ou des agriculteurs français. Donc en partant du principe que ceux qui travaillent bien, finalement, autant qu'ils prouvent et qu'ils valorisent mieux leur travail. Et donc pour ça, on a réutilisé notre plateforme de data, qu'on a enrichi d'une partie blockchain pour venir stocker cette donnée et la valoriser et fournir tout l'écosystème qui permet une traçabilité alimentaire dans une filière. Quelques principes d'architecture. Je viens de vous l'illustrer, une startup doit être agile. On ne sait pas vraiment ce qu'on va faire dans 6 mois, dans 1 an. Donc l'objectif, c'est toujours pouvoir itérer, toujours pouvoir garder une souplesse pour changer de direction. Et donc pour ça, ça rejoint le fait d'utiliser du serverless qu'on va voir après, mais d'être capable de refactorer complètement la stack, refactorer complètement l'architecture tout le temps, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Là, ce que je voulais vous illustrer, c'est qu'on est capable de pivoter. Notre premier MVP, c'est la première plateforme de data. On l'a sorti en 3 mois avec 4 personnes. Donc en utilisant la stack que vient vous présenter Rémi, et qu'on va pouvoir illustrer après. Ça, pourquoi? Parce qu'on s'est concentré uniquement sur le métier. On n'a pas eu à gérer toute la partie serveur, toute la partie infra, toute la partie continuous delivery. Tout ça, c'est des services SaaS qu'on a assemblés. Et enfin, le dernier, une plateforme qu'on a mis en place pour le bien-être animal. On l'a fait en 1 mois avec 3 personnes. Donc c'est pas que j'en ai perdu en route, c'est qu'on en a fait autre chose. Mais ce que je voulais vous illustrer ici, c'est qu'on est monté en compétence sur la stack. On est parti de 0. Hein. Ce qu'il faut que vous voyez, c'est que la première MVP, personne ne connaissait Amazon dans l'équipe, personne n'avait jamais fait de Lambda ni de serverless. On est vraiment parti de 0 et tout seul, sans se faire accompagner par les consultants, parce qu'en tant que startup, on n'avait pas les moyens de se payer ça. Et donc, on a été capable de monter. Et aujourd'hui, on est capable d'accélérer, de mieux maîtriser, de délivrer encore plus rapidement. Le deuxième principe, moi, je viens plutôt de grosses boîtes. On avait des infras, on avait des serveurs, on avait des exploitants. J'ai fait du Hadoop. J'ai fait beaucoup de Linux, beaucoup d'open source, et je sais que même si tout ça c'est génial, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes, et ça on ne peut pas se le permettre. Et notamment Hadoop, déployer une stack Hadoop, c'est chronophage, il faut trouver les bonnes ressources. Spark c'est génial, mais il faut maîtriser la techno. Donc tout ça, pour moi, c'était pas possible. Donc j'ai voulu expérimenter quelque chose de nouveau sur le serverless. Et donc pour illustrer ça, en fait, j'ai repris une stack qu'avait fait une première équipe sur Applifarm qui était à 6 000 € par mois sur Amazon. AWS, pardon. En utilisant de l'EC2. J'ai tout migré sur serverless. C'est la première chose que j'ai fait. Je suis passé à 100 €.
Et après quelques mois, je me suis rendu que ces 100 €, c'était le support que je payais, en fait. Donc j'ai arrêté le support. Deuxième principe, on l'a dit tout à l'heure, l'avantage c'est d'être agile. Donc il faut faire du déploiement continu, il faut que les développeurs soient DevOps et qu'à chaque fois qu'ils committent, ça pousse en prod. Ça les responsabilise, ça permet d'itérer très rapidement. Je pars du principe qu'un développeur peut faire des erreurs et peut mettre des bugs en prod, mais je pars aussi du principe qu'il doit être capable de réparer sa bêtise en moins de 5 minutes. Donc ça, c'est l'autonomie. On a utilisé CircleCI, nous, pour le déploiement, parce que voilà. Parce que je pense qu'un des reproches que je pourrais faire à AWS, c'est qu'il y a un peu trop de services et que des fois, on n'imagine même pas que ça existe. Et donc, celui-là me paraissait très bien, on l'a testé. Et enfin, sur les frameworks, on a deux versions, enfin deux stacks que je vais vous présenter après. On a une partie data qui est plutôt Python, sur lequel on utilise le framework Chalice, et une partie JavaScript qui est plutôt serverless et qui fonctionne très bien. Donc le gros avantage de ces deux frameworks, c'est qu'ils gèrent complètement le déploiement dans CircleCI. Enfin, pardon. Avec CircleCI, les deux se complètent et gèrent complètement le déploiement. Donc ça veut dire que vous avez juste des fichiers de conf YAML à écrire dans Serverless et dans Chalice, et ça gère toute la partie déploiement, et ça abstrait toute cette partie CloudFront que vous a montré Rémi, qui pour moi est encore un petit peu technique. Enfin, le troisième principe, ça rejoint un petit peu le DevOps et le déploiement continu, c'est que si on veut aller vite, il faut délivrer rapidement, mais il faut toujours garder un œil sur la production. Délivrer rapidement, ok, mais il ne faut pas aller trop vite, il faut toujours garder de la qualité, limiter la dette technique et limiter les bugs. Toujours se produire de la qualité. Et donc pour ça, j'ai trouvé une start-up plutôt pays de l'Est qui est pas mal, qui est Dashbird, et qui vient se plugger très simplement sur Amazon pour fournir des alertings qu'on va aller pousser dans Slack. Sentry sur toute la partie front, web et mobile, qui nous permet finalement de notifier les anomalies et les alarmes en production immédiatement. Et enfin, une partie que je suis en train de mettre en place et que j'ai pas encore assez pris le temps, c'est X-Ray, qui est vraiment la partie qui va nous permettre de monitorer les lambdas et savoir s'il y a des lenteurs, s'il y a des anomalies, et pouvoir vraiment passer la seconde là-dessus. Principe 4, je vous en parle depuis tout à l'heure. Le but, c'est toujours d'améliorer. C'est normal d'avoir une dette technique, c'est normal aussi de la garder sous contrôle. C'est pas normal qu'elle explose. L'objectif, c'est qu'on soit toujours en capacité de pouvoir délivrer le business, pouvoir toujours délivrer des nouvelles applications. Et si l'équipe se retrouve mobilisée à gérer le run en production, eh ben on bloque la production. Donc ça, c'est pas possible. Donc il y a toujours être vigilant à chaque sprint, à vérifier qu'on résorbe de la dette technique, que les bugs de production sont prioritaires à la résolution. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça demande un effort récurrent parce que, vous le savez tous, le business, il pousse et il veut toujours des nouvelles features, il veut de nouvelles fonctions. Donc pour le coup, c'est mon boulot de dire, bon, bah, ok, on lève le pied et on garde toujours une petite bande passante pour résorber cette dette technique. Architecture data. Donc comme je vous disais, nous, on est plutôt une plateforme data. Et en fait, le slide que tu as montré sur MapReduce me plaisait bien, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a fait, mais sans le savoir, en fait. Donc c'est pas mal. On part du principe qu'on ne va pas imposer quelque chose à nos partenaires. Donc on va créer des connecteurs pour chaque partenaire. Beaucoup de partenaires veulent nous donner des fichiers pour alimenter le data lake. C'est OK, il n'y a pas de problème. On met un serveur SFTP, il nous livre. Et on collecte les données, on les archive dans S3, qui nous servent de data lake. D'autres veulent nous fournir des API, on va aller interroger leur API et on va stocker dans S3. D'autres veulent nous pousser des messages, et ils nous poussent des messages en Kinesis et on va stocker dans S3. Tout ça, c'est prévu. Donc on a une première couche de data lake qui va stocker vraiment les données fournies par les clients, et on a une deuxième couche qui va être le contrôle qualité, qui va vérifier que les fichiers reçus sont OK, et est-ce que je les intègre dans le data lake ApplyFarm. Ou sinon, je génère des alarmes, je génère des erreurs, et je vais prévenir mon partenaire pour me dire bah, tu m'as livré un fichier, mais il n'est pas conforme au modèle que j'attends. Et derrière, ceux qui connaissent un petit peu le métier de la donnée dans la salle, vous savez qu'il y a souvent une architecture lambda, donc une chaîne chaude, une chaîne froide. Moi, l'objectif, c'était de ne pas gérer ces deux chaînes et d'avoir qu'une chaîne chaude, en fait. Donc pour ça, je suis parti sur le traitement avec Kinesis et messages.
Et effectivement, c'est bien chaque lambda qui va prendre chaque ligne du fichier et le traiter unitairement, en fait. Et donc ce mécanisme est scalable, il permet de recycler toutes les données à l'infini, en fait. Et à la fin, on va stocker les données dans Dynamo pour utiliser plus tard sur la plateforme. Donc ça fonctionne. Ça se fait très bien. On a appris assez rapidement. On a testé les erreurs de lambda, mais on a avancé. Et ça se fait assez naturellement. Et enfin, l'architecture front. Donc là, c'est un peu ce qu'on vient de vous présenter aussi. On est un peu plus particulier dans le sens où, avec React, en fait, on va builder les pages React, les applications React, pour générer des pages statiques qu'on va héberger sur le cloud front. Et donc ces pages, ils vont être délivrées par le client. Ils vont être délivrés au client, protégés avec Cognito sur la partie ID. Et derrière, on va fournir un Amazon AppSync pour chaque interface, pour chaque application. Pour l'application mobile, pour chaque application web. Avec du Amplify. Alors on va utiliser Amplify dans les clients ici, mais plutôt pour la partie vraiment client AppSync, client Cognito. On ne va pas utiliser tout le framework. Voilà, on peut en utiliser qu'une partie. Vous pouvez choisir ce que vous avez besoin. Et enfin, sur les API, on va utiliser du API Gateway. Et notre architecte, bon là, je n'ai pas tout développé, mais c'est une architecture microservice avec tous les métiers. Chaque lambda contient son métier. Ça va être exposé par des AppSync qui vont faire une sorte d'API de façade pour agréger les différents métiers. Les données sont stockées dans Dynamo. Donc, soit les données métiers des applications, soit des dynamos qui sont des dynamos data que vous avez vu sur le slide d'avant, en fait. Et enfin, on va venir loguer toutes les informations dans le CloudWatch et X-Ray qui va être nécessaire. Donc voilà, j'ai juste oublié toute la partie Amazon S3 là, sur laquelle on va venir publier les pages React. En synthèse, alors j'ai fait une petite faute qui n'a pas été corrigée, ce n'est pas des services managés, c'est des services serverless. Ça a répondu aux enjeux. On a été capable de délivrer rapidement, on est capable de se concentrer sur notre business et pas sur la partie technique. L'écosystème serverless, Chalice, il est super vivant, donc ça répond vraiment aux besoins. Amazon aussi, AWS est capable de... moi, c'est un peu le reproche que je fais, c'est qu'il délivre, mais j'aimerais que ça aille plus vite, parce qu'on est toujours en attente, mais ça arrive et c'est toujours là. Et enfin, et c'est un point important pour moi, startup, c'est qu'on a été capable de monter tout seul sur le sujet, en fait. Ça veut dire que les docs sont au rendez-vous, ça veut dire que les applications font... On peut avoir plusieurs lectures. Vous pouvez avoir une lecture très simple pour commencer rapidement, comme on vous a montré sur un POC, et après, vous découvrez la complexité au fur et à mesure et vous raffinez, vous itérez sur votre complexité technique. Voilà. Alors, merci. Comme on l'a vu avec Applifarm, qui est une société start-up orientée technologie, le choix serverless, il est évident. Mais il n'est pas évident que pour les sociétés justement start-up orientées tech. Il est aussi évident maintenant pour aussi les grandes entreprises, comme on l'avait avec le témoignage de l'Air Hermès ce matin pendant la keynote, qui adoptent aussi massivement le serverless. Tout simplement parce que ça permet d'aller plus vite pour moins cher. Est-ce que vous connaissez, vous, une entreprise qui a envie de payer plus cher ou qui a envie d'aller moins vite? Non. Donc le choix serverless s'impose. Alors je vous ai compilé ici une petite liste de ressources. Normalement, vous devriez avoir la presse d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Il y a des workshops, labs que vous pouvez faire vous-même de manière totalement autonome. Il y a même certains workshops comme celui-là qui contient plusieurs workshops à l'intérieur. Le rappel well architected pour les applications serverless. Ensuite, des exemples d'applications avec Amplify. Le fameux portail de développement pour API Gateway. Et ici, un cours AWS sur Coursera pour apprendre le serverless. Et pour finir, n'oubliez pas, j'ai aussi d'autres collègues qui font des présentations super sympas sur le serverless, notamment tout à l'heure à 15 h. Donc si vous ne savez pas quoi faire, il y a Alexandre en Bordeaux sur Lambda en 2019. C'est niveau 300, donc niveau avancé. Un cran de plus que ce que vous avez vu là à l'instant. Même chose pour la partie ciblée sur web et mobile avec Sébastien
en salle 252. Et puis, un peu plus tard, à 16 h, avec Rudy, les bonnes pratiques de design d'applications modernes sur AWS. Et en tout cas, merci à vous. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas l'évaluation. Merci à vous. Merci.